Bonjour, notre activité d'aujourd'hui consiste à corriger une copie d'élève. Je vous rappelle que c'est la troisième d'une suite de corrections dont le but principal est de vous aider à affiner votre compétence de rédaction. Ces corrections s'appuient sur la grille appliquée par les enseignants, par vos enseignants, afin d'évaluer votre production écrite de l'examen final. Mais le but final n'est pas seulement que vous soyez en écrivant attentif aux critères d'évaluation, autrement dit pour la note, mais surtout que vous développiez méthodiquement votre compétence de production en respectant quelques-unes des règles de la bonne écriture. Je dis bien quelques-unes car il y a bien sûr de la technique, mais aussi le style sur lequel malheureusement on ne va pas trop insister dans ces corrections. Mais avant de commencer la correction de la copie de l'élève, je vous suggère de lire le sujet, de le relire, afin bien sûr de nous faire ensemble notre propre idée. Ainsi on pourrait comparer nos attentes, nos hypothèses et la réponse donnée par l'élève. On dit que les parents doivent laisser plus de liberté à leurs enfants. Ainsi, ces enfants pourront faire tout ce qu'ils veulent. Donc liberté, enfants, tout ce qu'ils veulent. Et on dit. Et là, c'est les parents. Donc le rapport, le rôle éducatif des parents, il est là, bien présent. Partagez-vous ce point de vue. Développez votre réflexion, ça c'est la consigne, comme d'habitude, où on vous dit de développer votre argumentation, argument et exemple à l'appui. Bon, comment aborder ce sujet? Je vous rappelle donc la démarche à suivre que nous avons détaillée dans les diapositives précédentes. La première des choses obligatoires, incontournable, la relecture du sujet. Relisez attentivement le sujet. Puis soulignez les mots et les expressions clés. Et puis, après, déclinez la signification de ces mots. Décliner, c'est-à-dire citer les diverses significations que peuvent avoir en premier lieu, en second lieu, avec leur dénotation, leur connotation, ce que les mots disent et ce qu'ils laissent entendre. Autrement dit, décliner la signification de ces mots, ce qu'ils disent explicitement et ce qu'ils laissent de manière sous-entendue. Le sous-entendu ou bien ce qu'on appelle le non-dit, le dit et le non-dit. Et puis, on va maintenant, une fois cette étape faite, effectuée, on pourra identifier le thème et puis délimiter la problématique. Après, on va rappeler les thèses possibles et on fera la recherche des idées et la classification de nos idées. Tout cela, nous l'avons bien détaillé dans les activités précédentes. Enfin, on devra concevoir un plan pertinent à même de mener de façon cohérente notre réflexion. Enfin, donc, on va concevoir un plan, on va construire un plan qui sera capable de mener de façon cohérente, bien organisée, notre réflexion. Interrogeons maintenant les mots-clés que nous aurons soulignés. Par exemple, le mot on dit. On dit, ça veut dire là, il s'agit d'une opinion. Une opinion, donc, c'est une opinion discutable. Le on de on dit représenterait probablement les défenseurs d'une liberté totale, parce qu'ils disent qu'il faut donner une liberté à l'enfant pour qu'il soit capable de faire tout ce qu'il veut. Ils doivent, donc les parents doivent, cela sous-entend un devoir, une obligation, vu que la liberté est un acquis, un droit inaliénable.
ils doivent accorder plus de liberté. Plus de liberté, cela signifie que ce qu'on accorde jusqu'à présent à l'enfant comme liberté serait insuffisant, ou encore les parents ou certains parents continuent de priver les enfants, voire les empêcher de s'exprimer ou de les réprimer. Faire tout ce qu'ils veulent. C'est les enfants qui, bien sûr, ils grandissent, ils n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité, donc ils ont besoin d'éducation. Donc faire tout ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils feront tout ce qu'ils veulent en l'absence de contraintes et de règles et d'obligations. D'où la question ou les questions qui s'imposent. D'abord sur les limites de cette liberté. Est-ce qu'ils peuvent faire, ces enfants-là, qui n'ont pas encore atteint l'âge de raison et l'âge de la maturité, est-ce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent? Et puis ces parents-là, qui leur accorderaient une liberté totale, est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire cela? Donc on s'interrogera sur le rôle éducatif des parents. Donc après ce travail préliminaire, on devra donc être capable de définir le thème. Donc il s'agit du droit des enfants à la liberté. On sera donc capable de délimiter la problématique. Donc les parents, les éducateurs qui ont la responsabilité de transmettre des valeurs, une bonne éducation. Est-ce que ces parents, ils peuvent se permettre d'accorder une liberté totale à leurs enfants, autrement dit, sans bien sûr faire attention aux risques. Et puis il y a un plan possible en 3 parties. D'abord, incontournable, j'imagine, les bienfaits de la liberté pour l'enfant. Donc un enfant a besoin de liberté pour apprendre, pour s'épanouir, pour apprendre à s'exprimer, etc. Or, une réalité qu'il ne faut pas négliger, c'est que les risques d'une liberté totale, ils sont réels. Or, les risques d'une liberté totale, donc, on montrera que là, il faudra prendre ce facteur en considération. Donc, l'attitude prudente que doivent adopter les parents, ils ne peuvent pas se permettre de laisser leurs enfants totalement libres. Et là, se pose la question du rôle éducatif des parents qui doivent apprendre aux enfants à être libres et à vivre leur liberté afin de jouir de tous ces bienfaits sans nuire aux libertés des autres. Alors, je vous rappelle maintenant les critères d'évaluation d'une production écrite que vous trouverez également bien détaillés dans les autres activités relatives à la correction des 2 sujets précédents. Il s'agit donc de 2 aspects essentiels dans toutes les productions. D'abord, c'est la langue. Une langue qui doit être correcte. La langue, cela veut dire le lexique, le vocabulaire précis, riche, correct, pertinent. Une syntaxe correcte. La syntaxe qui suppose également la ponctuation, qui implique ponctuation. Une syntaxe sans ponctuation ne peut être bien correcte. Et l'orthographe d'usage, les mots tels qu'on a l'habitude de les écrire, et grammatical, tous les accords des participes, des verbes, etc. Et la conjugaison, la concordance des temps et l'emploi pertinent des temps de l'indicatif et également des modes de l'indicatif et du subjonctif. Bien sûr, là, il ne s'agit que de la langue. Un autre élément essentiel, une autre composante essentielle de la rédaction qui sera évaluée, c'est le discours. Le discours, c'est-à-dire comment celui qui rédige tient compte ou prend en considération d'un destinataire éventuel afin d'arriver à lui transmettre clairement son message afin de lui faire changer d'avis et dans notre cas, puisqu'il s'agit d'un texte argumentatif, afin de le convaincre, lui faire changer d'avis, le convaincre de sa thèse. Donc la clarté, c'est le maître mot. Et pour qu'il y ait de la clarté, il faut que tout soit cohérent, que ce soit au niveau du plan, le choix d'un plan avec introduction, développement en partie et la conclusion,
ou au niveau de la partie ou du paragraphe, là où il faut faire enchaîner les idées et les exemples de façon claire et bien organisée. Alors là, il ne faut pas oublier non plus les idées. Sauf que les idées qui doivent être pertinentes en rapport avec le sujet, les idées n'ont une réelle valeur et de réel impact que si elles sont véhiculées par une langue et une syntaxe correcte, et bien sûr, ils sont composés dans une structure bien cohérente, dans des paragraphes bien enchaînés. Alors là, pour finir, il faut dire un mot sur la conformité de la production écrite à la consigne. La consigne, c'est ce qu'on vous demande d'écrire comme genre d'écrit, comme type de texte, euh, bien sûr, et le thème aussi dont il s'agit, dont il est question. Il faudra que vous traitiez le thème et pas un autre thème qui n'a rien à voir avec celui proposé dans le sujet. Venons-en maintenant à la copie de l'élève. Avant une lecture détaillée des différentes parties, jetons un coup d'œil sur sa présentation pour voir ce qui est bien réussi et ce qui peut-être ne l'est pas suffisamment. Alors, on constate là qu'il y a un plan d'ensemble bien équilibré, très bien, avec son introduction, son développement et sa conclusion. Parfait. Donc, l'introduction et la conclusion, c'est parfaitement bien équilibré. Sauf que là, on pourrait constater qu'il y a absence d'alinéa. Ce début de paragraphe qui doit être remarqué. D'ailleurs, l'importance de cela, l'élève en est conscient. La preuve, c'est que très souvent, il met à la place de l'alinéa un tiret ou une étoile pour montrer un indice là, qui pour montrer qu'il commence son paragraphe ou c'est la partie. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas d'autres indices qu'un alinéa, parce que ça, c'est la règle typographique voilà, recommandée donc, pour la bonne écriture. Un alinéa au lieu de tirer. Alors, note dans cette copie, on remarque l'absence de ces débuts de paragraphes, ces alinéas. Alors, là, dans le développement, on remarque que la première partie est plus développée et plus consistante que la deuxième qui ne contient que 3 lignes. Sachant que là, généralement, dans un développement, et surtout quand vous commencez par certes, autrement dit une concession, la deuxième partie euh, va être forcément une réfutation qui, bien sûr, appuie votre point de vue et le développe. Donc la deuxième partie, par définition, devra être plus fournie, plus consistante, plus développée, plus détaillée que la simple concession qui n'est que une phrase ou deux phrases ou trois de passage ou un petit paragraphe. Alors là, on remarquera après analyse que peut-être que si l'élève avait inséré, ajouté un exemple là, c'est un exemple qui manque, ça aurait même participé à rendre ce développement plus équilibré. Donc, lisons maintenant la production de l'élève avant une analyse détaillée de chacune des parties. On dit que les parents doivent laisser plus de liberté à leurs enfants. Ainsi, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Certes, les parents doivent garantir le droit des enfants à la liberté. C'est un devoir de tout éducateur. Et être libre donne à l'enfant le droit de s'exprimer, de choisir et d'agir, et de développer l'esprit d'initiative, et critique. En revanche, être sans liberté risque de lui apprendre la soumission et de ne pas pouvoir affronter seul la vie. Donc, ce droit construit une personnalité forte et autonome et donne trop de choses qui sont bien pour l'enfant. Or, être plus libre ne laisse pas faire tout ce qu'on veut. Tout d'abord, il faut prendre en considération le fait qu'il faut respecter les droits de chacun. En plus, le respect n'est un point et un point qu'il faut que tout le monde s'arrête dessus, car sans respect,
on aura une vie sociale anarchique. Donc, pour moi, je pense que les parents doivent assurer à leurs enfants ce droit, et pour moi, car trop de liberté laisse l'enfant à être violent et irrespectueux. Corrigeons maintenant l'introduction. On dit que les parents doivent laisser plus de liberté à leurs enfants. Ainsi, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? D'abord, essayons de voir si elles respectent les différentes étapes d'une bonne introduction, ou on dirait une introduction idéale. Alors, cette introduction se contente de recopier le sujet. On dit que les parents doivent laisser, etc. Alors, cette façon de faire révèle soit une certaine paresse de l'élève, soit une certaine peur. La peur de reformuler et de prendre ses distances vis-à-vis du sujet. Eh bien, je vous dis tout simplement, n'ayez pas peur et redites tout simplement ce que vous avez compris. Alors, par exemple, là, on pourrait dire, selon certains défenseurs, parce qu'il faudra ce on le préciser, selon certains défenseurs de la liberté totale, les enfants auraient le droit de faire tout ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils reprochent aux parents d'être trop contraignants. Donc reformuler par ses propres mots au lieu de se contenter de copier-coller de façon indigente, pauvre, le, le libellé du sujet. Alors, en deuxième lieu, cette introduction ne formule pas de problématique, pas du tout. Là, regardez, elle passe à la phrase qui introduit, qui ouvre sur le sujet. Là, on pourrait dire mais, tout le monde sait qu'une liberté ne peut exister sans respect de certaines règles, certaines contraintes, ou, de manière autrement toute simple, on dirait, mais est-ce que les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans problème, sans risque? Troisième élément à remarquer, troisième remarque à faire, cette introduction annonce le plan avec des mots passe-partout qui manquent de précision, notamment ce mot-là, mot chose, bonne ou mauvaise chose. Alors, on pourrait par exemple dire, alors comment ces parents peuvent-ils garantir aux enfants l'exercice de ce droit sans courir de risques? Passons maintenant à la suite. Pour la phrase 2. La phrase 2 utilise une reprise pronominale ambiguë. Dans ainsi il, le pronom il, ainsi ils pourront, le pronom il renvoie aux parents au lieu de renvoyer aux enfants. Donc la solution serait tout simplement d'utiliser ceci. Le pronom ceci sera plus pertinent. Ainsi ceux-ci pourront faire tout ce qu'ils veulent. Le pronom c'est que voici, dans c'est une bonne ou mauvaise chose, est une reprise pauvre. On remplacera c'est par exemple, cette idée de la liberté, ou la liberté totale des enfants. Le mot chose également est trop vague. On remplacera un mot passe-partout, on le remplacera par une expression plus précise. Par exemple, on dira accorder trop de liberté aux enfants est une bonne ou mauvaise attitude. Chose devient attitude. Ou bien la liberté totale des enfants, au lieu de c'est, est-elle sans risque? Sans risque, c'est bonne ou mauvaise chose. Donc voilà une reformulation ou deux reformulations possibles. L'une qui est plus proche de la formulation de l'élève et l'autre qui s'en écarte relativement. On dit que les parents doivent laisser plus de liberté à leurs enfants. Ainsi, ceux-ci pourront faire tout ce qu'ils veulent. Mais tout le monde sait qu'une liberté ne peut exister sans respect de certaines contraintes. Mais tout le monde sait que les enfants ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent sans risque, autrement dit. Alors, et puis, accorder trop de liberté aux enfants est une bonne ou mauvaise attitude? Ou la liberté totale des enfants est-elle sans risque? Ou bien, selon certains défenseurs de la liberté totale, les enfants auraient le droit de faire tout ce qu'ils veulent.
C'est pourquoi il reproche aux parents d'être trop contraignants. Mais tout le monde sait qu'une liberté ne peut exister sans respect des contraintes. Alors, comment ces parents peuvent-ils garantir aux enfants l'exercice de ce droit sans courir de risques? Passons maintenant à la première partie. Les phrases sont numérotées de 1 à 5. Commençons par la phrase 2, et notamment l'utilisation des marqueurs de relation. La phrase 2 emploie le coordonnant est au début. Le coordonnant d'addition est pour introduire une explication. Elle veut expliquer pourquoi les parents doivent garantir le droit des enfants à la liberté. Parce que être libre donne à l'enfant le droit de s'exprimer, etc. Donc au lieu de dire est, l'addition, utilisez l'explicatif, la conjonction de le coordonnant d'explication. En effet, alors, la phrase 3 et la phrase 2 coordonnent deux arguments forts d'égale importance. Être libre donne à l'enfant le droit de s'exprimer, choisir, etc. et de développer l'esprit d'initiative. Donc, au lieu de se contenter de ce ET, on utilisera de même. Donc, on remplace ET par de même ou un autre lien conforme à la logique qu'on veut mettre entre les deux arguments. Si c'est une simple addition, on utilise de même comme on vient de le faire, ou en plus, si c'est un rapport de cause à effet, ce qui est possible, on utilisera donc et ainsi pour exprimer le rapport logique suivant. Autrement dit, c'est parce que l'enfant peut agir là et choisir, etc., qu'il développe son esprit d'initiative et son esprit critique. Donc on va mettre donc. La phrase 4. Donc la point, donc il pourra développer son esprit critique et son esprit d'initiative. Ou ainsi il pourra développer, etc. La phrase 4 introduit une comparaison. En revanche, être sans liberté. Tout à l'heure, être libre, mais là, en revanche, être sans liberté. Là, c'est mais être sans liberté. Donc, la phrase 4 introduit une comparaison entre deux faits opposés, être libre et sans liberté. Être sans liberté. Donc, on devra remplacer en revanche par inversement pour mettre en évidence cette relation logique à la fois de comparaison et d'opposition, car en revanche tout seul ne peut pas exprimer cette relation d'opposition et de comparaison inversement serait plus adapté. Examinons maintenant la syntaxe de la phrase 4 en particulier. Cette phrase emploie la conjonction est. En revanche, être sans liberté risque de lui apprendre la soumission est de ne pas pouvoir affronter la vie. Donc, être sans liberté peut-être le rend incapable. Donc, on ne peut pas, par exemple là, commettre cette erreur de coordonner deux éléments de complément d'objet indirect qui ne se rapportent pas au même sujet. Être sans liberté. Bon, autrement dit, être sans liberté risque d'apprendre la soumission à l'enfant, mais c'est l'enfant qui ne peut pas affronter seul la vie. Donc la solution, il faudra ajouter le verbe rendre, être sans liberté, le rend. Être sans liberté risque de lui apprendre la soumission et le rend incapable d'affronter seul la vie. Être sans liberté le rend aussi incapable d'affronter seul la vie avec autonomie. Examinons maintenant la phrase 5. Donc, ce droit construit une personnalité forte et autonome et donne trop de choses qui sont bien pour l'enfant. Alors, examinons surtout la cohérence et comment cette phrase participe ou non à la cohérence de l'ensemble. La phrase 5 est une conclusion partielle, parce qu'elle commence par donc, parce qu'elle vient à la fin du paragraphe ou de la partie. Donc, elle doit soit affirmer l'idée directrice, soit l'affirmer, déduire des arguments et des exemples précédents les éléments de cette affirmation ou de cette confirmation. Là, il faudra soit confirmer ou d'affirmer, il
faut corriger là, soit confirmer l'idée directrice, soit l'infirmer, déduire les arguments et les exemples précédents, les éléments de cette affirmation, puis faire un bilan partiel sans répéter les idées avec les mêmes mots. Elle doit être brève. En partie, cette phrase-là, elle, oui, elle applique ses règles, sauf que elle est pas brève et surtout, elle contredit le raisonnement parce qu'il dit trop de choses et qu'elle emploie imprudemment ce trop. Alors, la solution, il faut redire brièvement la même idée en insistant sur les bienfaits de la liberté. Donc, la liberté est bénéfique pour la personnalité des enfants. Alors, voilà maintenant une reformulation de l'ensemble de la partie qui tient compte des annotations. Certes, les parents doivent garantir le droit de leurs enfants à la liberté, c'est d'ailleurs le devoir de tout éducateur. En effet, être libre permet à l'enfant de s'exprimer, de choisir et d'agir. De même, l'exercice de ce droit l'aide à développer son esprit d'initiative et son esprit critique. Inversement, ou par contre, être sans liberté risque de lui apprendre la soumission et le rendre incapable d'affronter seul les épreuves. Ainsi donc, il est certain que la liberté est bénéfique pour la personnalité des enfants, ou bien sûr a des effets positifs sur la personnalité de l'enfant, de point elle l'aide à être fort et autonome. Passons maintenant à la deuxième partie et notamment des remarques sur le lexique. Il utilise le mot laisser de façon inappropriée. Les mots laisser et point, d'ailleurs, est un point, ils sont moins précis. On remplacera laisser par impliquer ou signifier, par exemple, or, être libre ne laisse pas faire ou ne signifie pas faire ou n'implique pas de faire, hein, ça sera mieux. Alors, le mot point, en plus, le respect est un point. Au lieu de dire le respect est un point, on va dire que c'est une valeur, c'est une qualité, c'est un principe, c'est une attitude civique. Donc, il faudra éviter l'imprécision des mots. Alors, maintenant, la syntaxe de la phrase 2 et de la phrase 3. La phrase 2 est longue et mal construite à cause de il faut. Tout d'abord, il faut, et puis là, il faut, c'est une répétition inutile. Et puis, l'ajout de ce il faut, le fait que, hein, c'est une expression lourde et inutile. On peut donc rendre la phrase plus légère, allégée, à l'aide d'une simple nominalisation. Par exemple, prendre en considération le respect des droits de chacun. La phrase 3 maintenant. En plus, le respect, un point qu'il faut que tout le monde s'arrête dessus. Hein. C'est une passion familière, s'arrêter dessus. Alors, on doit utiliser le pronom relatif composé sur laquelle pour s'exprimer de façon plus courante. Donc, une qualité sur laquelle il convient de s'arrêter. Examinons maintenant la cohérence de la deuxième partie. La partie que nous avons remarqué être suffisamment pas bien développée à cause du manque peut-être là d'un exemple. Alors cette partie semble perdre de vue le fil directeur, à savoir comment les parents doivent gérer la liberté de leurs enfants. On s'en aperçoit en passant de la phrase 1 à la phrase 2. Regardez, or, être plus libre ne permet pas de faire tout ce qu'on veut. Or, donc, cela implique, donc cette remarque-là implique tout d'abord qu'il faut prendre en considération. Qui doit prendre en considération? C'est les éducateurs. Donc tout d'abord, il faut que les parents prennent en considération, peut-être apprennent à leurs enfants le respect des droits de chacun. Alors, la solution, donc, la phrase 2, doit rappeler l'idée que la phrase 1 implique à propos du rôle des parents. Donc, après or, donc le rôle des parents consiste à bien apprendre aux enfants le respect, etc., et les valeurs du respect. Elle doit être introduite, cette phrase 2,
par un marqueur de conséquence, donc, ou c'est pourquoi. Donc on dira, donc c'est pourquoi, tout d'abord, il faut que les parents prennent en considération ou apprennent à leurs enfants le respect des droits de chacun. Alors, la phrase 4 maintenant, car sans respect, la phrase 4 apporte un argument insuffisamment développé. Il convient d'illustrer cet argument que voilà, sans respect, on aura une vie sociale anarchique, mais comment se manifestera et quel exemple illustrera cette idée. Il convient d'illustrer cet argument par un exemple concret qui précise pourquoi le principe du respect doit retenir l'attention, donc là le respect d'autrui, le respect doit retenir l'attention de chacun, donc pourquoi? Alors, le mot respect, ici, hein, donc car sans respect, doit être caractérisé par un complément de nom qui en précise le domaine. Par exemple, le fait de dire le respect des règles de la vie en société. Voilà donc une reformulation plus cohérente. Or, être plus libre ne signifie pas pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est pourquoi, tout d'abord, il faut que les parents enseignent aux enfants le respect d'autrui. Point virgule, il faut qu'ils leur apprennent le respect des droits de chacun. En plus, la bonne conduite est un comportement sur lequel tout le monde doit s'arrêter, car sans respect des règles, on aura une vie sociale anarchique. Par exemple, chaque citoyen doit respecter les lois et les convenances pour pouvoir cohabiter paisiblement avec les autres. Passons maintenant à la conclusion. Donc, pour moi, je pense que les parents doivent assurer à leurs enfants ce droit, et pour moi, car trop de liberté laisse l'enfant à être violent et irrespectueux. Commençons par le lexique et la syntaxe avant de voir la cohérence. Laisse l'enfant, là, euh, donc pour moi, donc la liberté, car trop de liberté laisse l'enfant, ou encourage l'enfant, c'est mieux. Alors, pour la syntaxe, pour moi je pense, est un pléonasme à éviter. On dira soit pour moi, soit, et on dira après ce que je pense, directement, soit moi je pense que. Donc pour moi je pense que, donc pour moi là je pense que, et pour moi, c'est une répétition inutile à éviter. La conclusion est formulée en une seule phrase longue. Regardez, une seule phrase longue. Là, on aurait pu mettre une pause forte et surtout pour éviter ce est. Alors, la solution, hein, c'est découper la conclusion en parties, puis relier ces parties par des connecteurs adéquats. Par exemple, là, une concession, une opposition. Il est vrai que les parents doivent assurer à leurs enfants ce droit, suffisamment de liberté, au lieu de dire ce droit, toujours ce droit, leur accorder suffisamment de liberté, ouais, mais trop de liberté laisse l'enfant ou encourage l'enfant à être violent et irrespectueux, et là, c'est pourquoi il faut la leur accorder avec modération. D'où la question, la remarque finale. La phrase 2, après quart, explique une idée sous-entendue. Là voilà l'idée sous-entendue. Les parents doivent assurer à leurs enfants ce droit avec modération. Autrement dit, on dira, certes, les parents doivent assurer à leurs enfants ce droit ou suffisamment de liberté, mais ils doivent la leur assurer avec modération. Mais ils doivent la leur assurer avec modération, car trop de liberté encourage l'enfant à être violent et irrespectueux. Passons maintenant à la cohérence de cette conclusion. Faisons d'abord les remarques suivantes. La conclusion n'est pas un espace où on exprime notre point de vue pour la première fois. J'ai vu très souvent des élèves s'acharner à laisser leur point de vue vers la fin. Ce n'est que dans les 2 dernières lignes qu'ils disent voilà, et enfin donc moi je pense. Donc la conclusion n'est pas un espace exclusivement réservé à ça. Il n'est pas obligatoire de dire pour moi ou moi je pense pour qu'on comprenne qu'il s'agit de votre point de vue. Alors, le but d'une conclusion est de faire le bilan de votre réflexion, qui inclut forcément
notre point de vue précédemment développé. Donc la conclusion, au lieu de laisser votre point de vue pour la première fois exclusivement à formuler à la fin, parce que la fin, elle est faite pour rappeler, pour faire la synthèse de la réflexion, cette réflexion qui inclut ce point de vue. Donc le point de vue, vous l'avez déjà suffisamment bien développé. La conclusion doit choisir des mots génériques qui synthétisent les grandes lignes de développement et non pas se contenter de répéter avec les mêmes mots, sinon on va refaire en détail les mêmes arguments et ça sera de la répétition inutile. Répondre à la question problème. La conclusion doit répondre à la question problème posée dans l'introduction. Autrement dit, notre première question, si vous vous rappelez bien, est-ce que les parents peuvent se permettre d'accorder la liberté à leurs enfants sans penser au risque? Alors, répondre à cette question-là dans la conclusion, en s'appuyant sur les grandes lignes du développement, bien sûr. Elle ne doit pas développer un argument nouveau. Ne laissez pas les arguments oubliés pour la conclusion, parce que beaucoup d'élèves, quand ils se rappellent d'un argument qu'ils auraient mis quelque part dans la première ou la deuxième partie, ils disent, ben voilà, maintenant c'est la conclusion, je vais leur rappeler que moi, cet argument-là ne m'a pas échappé. Donc là, c'est une grosse maladresse qu'il faudra éviter. D'où l'intérêt de travailler au brouillon au préalable. Alors, mais elle ne doit pas non plus redire avec les mêmes mots les détails de la réflexion. Alors, une reformulation possible. Donc, je pense que les parents doivent assurer à leurs enfants le droit à la liberté. Celle-ci est indispensable à son épanouissement. Mais ils feront attention à ne pas lui en accorder trop. La raison est que trop de liberté le poussera à manquer de respect envers les règles nécessaires au bien vivre ensemble. Ça, c'est une reformulation, mais on peut également rester bien proche de la copie de l'élève et dire tout simplement, certes, les parents doivent assurer à leurs enfants suffisamment de liberté, point, mais ils ne doivent pas euh, la leur accorder de façon exagérée, ils doivent la leur accorder de façon modérée, car trop de liberté laisse ou encourage l'enfant à être violent et irrespectueux. Alors, lisons maintenant la rectification finale de tout le texte. Selon certains défenseurs de la liberté totale, les enfants auraient le droit de faire tout ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils reprochent aux parents d'être trop contraignants. Mais tout le monde sait qu'une liberté ne peut exister sans respect des contraintes. Alors, comment ces parents peuvent-ils garantir aux enfants l'exercice de ce droit sans courir de risques? Certes, les parents doivent garantir le droit de leurs enfants à la liberté, c'est d'ailleurs le devoir de tout éducateur. En effet, être libre permet à l'enfant de s'exprimer, de choisir et d'agir. De même, l'exercice de ce droit l'aide à développer son esprit d'initiative et son esprit critique. Inversement, être sans liberté risque de lui apprendre la soumission et le rendre incapable d'affronter seul les épreuves. Ainsi, il est certain que la liberté est bénéfique pour la personnalité des enfants ou a des effets positifs sur la personnalité de l'enfant. De point, elle l'aide à être fort et autonome. Donc, phrase qui synthétise. Or, être plus libre ne signifie pas pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est pourquoi, tout d'abord, il faut que les parents enseignent aux enfants le respect d'autrui. Il faut qu'ils leur apprennent le respect des droits de chacun. En plus, la bonne conduite est un comportement sur lequel tout le monde doit s'arrêter, car sans respect des règles, on aura une vie sociale anarchique. Une vie sociale anarchique. Par exemple, chaque citoyen doit respecter les lois et les convenances pour pouvoir cohabiter paisiblement avec les autres. Donc, c'est la conclusion. Je pense qu'il est nécessaire, ou bien en conclusion, on pourrait dire là, en conclusion, je pense qu'il est nécessaire que les parents assurent aux enfants le droit à la liberté. Celle-ci est indispensable à leur épanouissement. Mais
ils doivent aussi veiller à ne pas leur en accorder trop. La raison est que trop de liberté risque de les pousser à manquer de respect envers les règles nécessaires au bien vivre ensemble. Ou bien, une autre façon de dire, donc je pense que les parents sont devant une mission difficile, un défi à relever, ou bien un défi à relever. Deux points. D'un côté, assurer aux enfants leur droit à la liberté, virgule. D'un autre côté, les empêcher d'être irrespectueux. Point. En fait, le but est de jouir de la liberté, de sa liberté, sans nuire à celle des autres, ou bien sans mettre en danger celle des autres, ou bien sans porter préjudice à celle des autres. Ces 372 mots, c'est à peu près, si on exclut cette dernière possibilité, on aura dans les 340 mots. À revoir à la prochaine, Inch'Allah, et bonne fin d'année.